Donc, bienvenue à toutes et à tous sur ce retour d'expérience, hein. C'est les réunions mensuelles qu'on organise au niveau du réseau Relier pour vraiment l'idée, c'est de partager ensemble sur une thématique donnée. Donc, il n'y a pas de présentation toute faite. L'idée, c'est vraiment de partager ensemble aujourd'hui sur cette question qui est de plus en plus... alors, pensez bien à couper vos micros quand vous ne parlez pas, s'il vous plaît, et de partager ensemble sur cette question aujourd'hui qui nous regroupe autour des enjeux de la dématérialisation dans nos établissements. Avant vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à remercier donc David Ronja, responsable numérique, c'est ça ton titre, David? C'est mon Euh, client. Oui. de l'AMU, donc l'Agence mutualisée des universités et établissements, qui nous honore aujourd'hui de sa présence pour échanger avec nous sur ce sujet. Donc, si vous avez des demandes particulières à faire à l'AMU pour avancer sur ce sujet de la dématérialisation, c'est le moment ou jamais. Je pense que David est tout oui pour écouter ce que vous pensez aujourd'hui de la dématérialisation. Donc aujourd'hui, la démat dans nos établissements, c'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus présent, voire omniprésent, qui génère beaucoup d'attentes, parfois beaucoup de fantasmes aussi de la part de nos structures. Et ce qu'on voulait un petit peu échanger aujourd'hui avec vous, c'est, pour commencer, si certains d'entre vous veulent se lancer, savoir un petit peu où vous en êtes dans vos établissements autour de la dématérialisation. Euh, voilà. Sachant que moi, je peux commencer par partager à la limite, hein. À Nantes, on travaille depuis plusieurs années sur ce sujet. Depuis plusieurs années, mais de manière très confidentielle, c'est-à-dire avec plein de petits projets autour de la démat qui se superposent les uns avec les autres, avec un recours assez large aux outils de la DINUM à la base, démarche simplifiée, et aujourd'hui par extension avec les outils d'Adulact qui sont relayés par l'AMU, des DS du SUP. Et on est engagé aujourd'hui dans une démarche un peu plus globalisante et structurante, avec pour ambition de se doter d'un moteur de workflow un petit peu plus puissant que ce que nous permet de faire démarche simplifiée aujourd'hui. Donc on travaille avec un outil qui s'appelle Public, un outil des collectivités territoriales à la base, et donc, on est vraiment là en train de déployer ce Libriciel, parce que c'est un outil open source aussi comme l'EDS, pour vraiment accompagner le déploiement de nouveaux processus à dématérialiser et surtout des processus qui peuvent s'adapter à nos organisations. Et donc, je crois que c'est l'Université de Lorraine aussi qui utilise cette solution. Je ne sais pas si d'autres l'utilisent. Voilà un petit peu pour entamer ce tour de table. Peut-être, David, tu veux rebondir et en dire un petit mot sur DS, sur DS? Faut que tu réactives ton micro, par contre. En 5 minutes chrono. Ouais, Allez, c'est parti. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre réseau. Je vais vous présenter Démarche simplifiée, comment on est arrivé aujourd'hui à un service qui est proposé par l'AMU. Donc, Démarche simplifiée, c'est une solution numérique qui a été portée par la DSI de l'État qui s'appelle la DINUM, la Direction interministérielle du numérique. À l'origine, ils avaient fait un certain nombre de constats sur un total de 140 000 entités publiques. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient faits, des démarches qui étaient faites sans utilisation de solutions numériques pour gérer les demandes de dossiers déposées par les citoyennes et les citoyens. Et 80% des démarches entre les citoyens et les administrations au sens large étaient faites sur des choses à très faible volumétrie, 1, 2 pages. Et puis tout ça, ça faisait qu'il y avait des milliers de formulaires qui étaient développés ou qui devaient être développés, qui n'étaient pas faits, il y avait encore beaucoup de choses en papier. Donc la DINUM lance un projet qui s'appelle Démarche simplifiée, qui est un outil qui permet à une collectivité territoriale, à une administration, un ministère, à un opérateur public, de créer des formulaires, alors les plus simples possibles, parce que sinon ça ne s'appellerait pas démarche simplifiée,
Donc de créer des formulaires à façon et qui permettent à la fois à l'usager citoyen de déposer un dossier, pour faire simple. Donc il peut remplir un certain nombre d'informations, des informations sur son identité, des informations qui concernent la démarche qu'il est en train de remplir. Par exemple, une des démarches qui fonctionne le plus, c'est une démarche du ministère de l'Intérieur autour des demandes de régularisation de citoyenneté, etc. Et donc, vous remplissez un certain nombre de champs dans un formulaire. Vous pouvez déposer des pièces jointes, des PDF, parce que c'est des attestations que vous avez, des documents qui sont demandés par la procédure. Certains ont peut-être utilisé Google Form ou Framaform pour faire des petits formulaires simples dans un monde associatif ou personnel. C'est aussi simple que cela, c'est vraiment très, très pratique à utiliser. Et donc, l'organisme public crée sa démarche, l'utilisateur remplit le dossier, dépose des informations. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dispositif qui permet de générer un dialogue entre l'usager et l'administration pour, par exemple, demander une pièce complémentaire ou une précision sur une information. Et ça, c'est quelque chose qui manquait beaucoup dans les démarches un peu papier, parce que là, dans ces cas-là, on repartait dans un processus un peu long, etc. Donc là, il y a plus d'interactivité. Et puis, l'usager, comme ça lui permet de voir aussi l'avancement de l'instruction de son dossier. Et donc, il y a des agents dans les administrations qui sont instructeurs des dossiers et qui permettent de valider, par exemple, une demande de permis de construire dans une mairie ou une préinscription dans une école ou des choses comme ça. C'est vraiment très large comme périmètre fonctionnel puisque chaque administration va en faire ce qu'elle souhaite. On s'est retrouvé les chiffres de 2021 avec en tout 9000 démarches qui étaient portées par la solution de la DINUM et en tout un ensemble de 5, voire 6 millions de dossiers maintenant qui ont été déposés au sein de démarches simplifiées. Donc ça veut dire que c'est une très grosse volumétrie sur un grand nombre de démarches qui sont plus ou moins atomiques. Pour plein de raisons, je ne vais pas m'étendre là-dessus, des raisons de financement, des raisons de manque d'une DSI au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La DINUM, la DINUM, elle refacture à chacun des ministères l'usage de démarches simplifiées. Et au niveau du MESRI, il n'y avait pas la possibilité de prendre en charge cette gestion. Et donc, la DINUM a dû, comme elle l'a fait pour les collectivités territoriales, interrompre la création de nouveaux comptes de gestion sur démarches simplifiées pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, on était dans une situation très délicate où les établissements, les universités, les grandes écoles, les EPST ne pouvaient plus créer de nouveaux comptes administrateurs sur démarches simplifiées. Et donc, l'AMU s'est proposé de porter ce service pour les établissements qui sont membres de l'AMU. Et elle a pris un opérateur pour le faire parce qu'on n'a pas du tout les moyens informatiques de gérer démarches simplifiées pour tous nos adhérents, qui s'appelle l'Adulact. Alors, l'Adulact, c'est une association de professionnels et de développeurs du monde du libre, des logiciels libres. Et l'Adulact, notamment, se positionne comme offreur de services de solutions libres pour les collectivités territoriales. La majorité de ses adhérents sont des collectivités territoriales, des mairies, des agglomérations, des départements, des régions. Et elle fournit des services avec des solutions du monde du libre. Et elle fournissait des démarches simplifiées déjà pour la territoriale. Donc, on a monté un partenariat avec l'Adulact et on a lancé un service en novembre 2021, il y a 13 mois aujourd'hui. C'est un service qui est offert gratuitement par l'AMU, qui permet aux établissements adhérents de l'AMU d'accéder à une instance démarche simplifiée qui fonctionne très bien, qui est opérée par l'Adulact. L'AMU, son rôle, c'est de faire le support de premier niveau. Quand vous avez une difficulté d'usage, un dysfonctionnement, vous contactez l'AMU. Et si on n'a pas, nous, la réponse, parce qu'on a capitalisé un certain nombre de réponses, on fait le relais avec nos collègues de l'Adulact. Démarche simplifiée du SUP, c'est le nom de guerre de cette solution pour les établissements d'enseignement supérieur et recherche. Il y a une page de référence, je vous la ferai passer pour que vous puissiez regarder ce qu'il y a comme particularité, comment on peut créer un compte. Et aujourd'hui, on est 48 établissements d'enseignement supérieur à utiliser la solution. Soit en phase expérimentale pour certains, soit en phase industrielle et massive, un peu chez nos amis de Nantes, par exemple, ou Saint-Étienne, qui sont des gros utilisateurs. Et il y a en termes de fonctionnalité, c'est des préinscriptions dans certaines formations pour certains. Je vais donner quelques exemples. Demande de subvention pour des vélos électriques,
demande de tutorat pour les étudiants, gestion d'associations étudiantes, demande d'autorisation d'événements dans le campus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en RH? Les demandes de télétravail, c'est un sujet qui a été pas mal porté. Et les recours aussi pour tous les recours qu'il peut y avoir auprès d'établissements parce que une préinscription a été refusée, parce qu'une demande de poste a été refusée, etc. Aujourd'hui, il y a une tendance à l'utiliser de plus en plus. On a des évolutions à faire sur la solution pour qu'elle soit plus facilement adaptée dans le monde universitaire, notamment l'authentification unique. Et c'est un service qui fonctionne. Enfin, moi, je le dis aussi clairement que ça. C'est un service qui fonctionne, qui rend pas mal le service et qui évite surtout de faire des développements à façon pour des démarches simples, pour des choses simples. On ne va pas faire un développement spécifique. Autant se concentrer sur des choses à plus haute valeur ajoutée. Et c'est un truc qui tourne bien et un service qui fonctionne bien. Voilà sommairement de ce qu'est démarche simplifiée du SUP. Et j'ai partagé dans les stats la page de référence si vous voulez adhérer au service. Tu peux la mettre dans le chat à la limite, David. Ouais. Merci beaucoup. En effet, hein, pour témoigner, pour être un gros utilisateur à Nantes de démarches simplifiées, c'est un outil qui est simple à utiliser, que beaucoup de structures peuvent s'approprier. Alors, David a soulevé hein, les premières limites de l'utilisation hein, sur l'authentification, le fait qu'aujourd'hui, nos usagers doivent créer un compte pour pouvoir utiliser des démarches simplifiées à côté des SI de l'établissement. Mais ça, je crois que l'AMU, avec ses adhérents, travaille là-dessus. Il y a l'histoire des comptes uniques aussi par établissement qui soulève aussi quelques questions quant à la confidentialité. À la confidentialité des dossiers. Donc ça, je ne sais pas où ça en est, David. Ça va être résolu. Donc, on appelle ça, aujourd'hui, un établissement ne peut créer qu'un seul compte administrateur. Donc, c'est effectivement très contraignant. On demande à ce que ce soit un compte générique auquel plusieurs personnes physiques ont accès. C'est une mauvaise solution. Enfin, je le dis aussi franchement que ça. C'est pas bien. C'est pas bien au niveau RGPD, c'est pas bien au niveau praticité, au niveau confidentialité. Donc là, il y a un système qui est en cours de développement et on aura plusieurs comptes administrateurs, des groupes d'administrateurs, des délégations d'administrateurs, une gestion très fine de qui a le droit de faire quoi pour créer des démarches et les regarder. Okay. Donc ça va se faire, ça va être développé dans les prochains mois et mis en production. J'ai bon espoir en 2023, mais je ne sais pas quel trimestre. Ok, cool. Je préfère le dire comme ça. Et ça permettra d'avoir plusieurs comptes administrateurs et peut-être un compte administrateur sur une université qui déléguera des comptes administrateurs au sein et donc qui gérera par composante, par service, etc., ces comptes administrateurs. Voilà, ça se passera comme ça. Ouais, c'est super. Madame Mateki, une question. Oui, Sylvie Mateki, voilà, je viens d'écouter les propos de Monsieur Ronja et donc voilà, Sylvie Mateki, chargée de projet pôle pilotage qualité audit dans une direction stratégie développement à l'UPEC à Créteil. Déjà, c'est intéressant de prendre connaissance de ce service, je dirais, offert par l'AMU. Moi, j'en avais pas forcément connaissance. Et ma question qui vient tout de suite derrière, nous, on est très embryonnaire au niveau, je dirais, de la dématérialisation à Créteil. On est en train de lancer un peu les choses là. La frontière, justement, entre démarche simplifiée à Dulac et portail ISUP, voilà, enfin, j'ai du mal à faire un peu le distinguo. Alors, le portail ESUP, c'est un environnement numérique de travail qui offre plusieurs fonctionnalités, notamment un système qui permet d'avoir un mécanisme d'authentification unique pour vos usagers, étudiants ou personnels et autres. Hein. Donc, un endroit, un point d'accès unique à un certain nombre de services qui sont offerts par ESUP. ESUP offre directement plusieurs services, le dossier étudiant, le dossier RH, des solutions autour de, admettons, la gestion des stages. Il y a Pestage, par exemple. Donc, la gestion des stages, il y a un service offert par ESUP et vous pouvez le mettre dans votre portail. Et les étudiants et les enseignants et les administratifs se connectent à ce système-là. Sur le lien aussi, David, avec ISUP, hein, pour moi, il y a aussi l'outil ISUP Signature qui est assez regardé dans le cadre de la démat. Je ne sais pas si c'est à ça que Sylvie, à cet outil dont tu pensais, Sylvie, mais c'est vrai que nous, à Nantes, c'est un outil qu'on regarde de très près parce que, pareil, gratuit pour les universités et puis qui rend des services ultra simples en termes de signature électronique, quoi.
qui est souvent la partie visible de l'iceberg de la démat, quoi. Tout à fait, ouais. Donc, c'est l'authentification. Il y a des il y a des services un peu divers et variés. Surtout, SUP a une force, c'est qu'ils sont un peu incubateurs de projets. C'est-à-dire que quand un établissement a une idée d'un développement numérique, il peut passer avec SUP, travailler avec les gens de SUP pour que son service puisse à un moment mutualisé. Et donc, ce ne soit pas une avancée dans un établissement, mais ce soit une avancée proposée à la communauté. Et ça, c'est une démarche intéressante. SUP, donc la partie authentification, ce qu'on est en train de faire sur démarche simplifiée, c'est de travailler pour que l'authentification, j'allais dire à la ESUP, c'est-à-dire générale à l'enseignement supérieur et à la recherche, et nous, on prendra plutôt la solution technologique portée par la Fédération d'identité rénataire. Ça sera plus globalisant pour faciliter les accès. Et puis, quand on est connecté via la Fédération d'identité, quand on est un personnel, bah, c'est fluide. On peut comme ça aller sur le SI d'un établissement, d'un autre établissement de la Fédération. Donc la frontière, elle est que démarche simplifiée, c'est un mécanisme qui permet de faire des formulaires, qui bientôt aura un système d'authentification unique qui permettra de facilement y accéder comme le portail de SUP. Et puis, dans les services de SUP, quels sont ceux que je pourrais encore vous citer? Il y a effectivement cette notion de signature là, qui est un des points qui a été très tendance pour le Covid, pardon de le dire comme ça, mais il y a eu une période où il fallait absolument pouvoir signer sans pouvoir se déplacer et mettre en place des solutions. Là, celle-ci est simple, efficace et elle fonctionne bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'établissements qui l'apprennent. Et elle est qualifiée aussi. Et elle est qualifiée. C'est pas un simple scan de la signature comme on a eu tolérance à faire pendant la période Covid, qui a créé une vraie aspiration. Tu appelles ça effet de mode, moi j'appelle ça aspiration. Oui. Mais c'est vrai que c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est de réfléchir à l'utilisation de la signature électronique derrière la dématérialisation, quoi. Il y a des systèmes qui sont aussi, il y a des systèmes de recrutement aussi dématérialisés du côté de SUP. Il y a des mécanismes de la carte multiservice. Donc ça, c'est intéressant hein, pour les étudiants. Comme ça, ils ont sur une même carte les informations du campus, du CRUS, etc. Il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui n'est pas du domaine de la dématérialisation, mais que je vous conseille, c'est POD. C'est l'équivalent d'un YouTube universitaire, entre guillemets. C'est un système qui permet de stocker, gérer de la vidéo dans votre établissement et ça marche très, très bien. Et ça a dépassé même le monde de l'université parce que c'est adopté maintenant par d'autres opérateurs publics. Donc ça, c'est une belle solution. Merci David pour ces précisions. Monsieur Lahaye, Xavier Lahaye, du coup, vous aviez une question. Ouais, Xavier, hein, tout court, hein, ça ira très bien. Ok, Merci, eh bien, allez-y, Xavier. Non, oui, en fait, juste, qu'est-ce que vous conseillez pour les signatures? Juste, Xavier, si vous pouviez présenter de quel établissement vous venez, s'il vous Ah oui, plaît. pardon, excusez-moi. Et vos missions. Je viens de l'université de Nîmes, je suis à la direction du pilotage, dont la mission qualité, dont pas mal de missions transverses, en fait, hein, qui peuvent être affectées en fonction des sujets du moment. Juste nous, au niveau des signatures, bon, on utilise Parafer, mais très centralisé au niveau de notre direction centrale. Vous avez évoqué des outils. Qu'est-ce que vous conseillez pour des signatures numériques, on va dire, pour gros faiseurs, en fait, pour que tout le monde pourrait apposer au niveau des responsables potentiellement de crédit, potentiellement au niveau de l'engagement de responsabilité, mais sans qu'on arrive au niveau ordo pur, mais plus les délégations en dessous. Est-ce que vous auriez quelque chose à conseiller? Voilà. Personnellement, non. Je ne sais pas répondre à votre question. Il y a peut-être des signatures dans les solutions. Vous êtes sur CIFAC? Non, on est sur Cocktail. Première chose. Et donc, en fait, non, pour l'instant, je ne crois pas qu'il existe des choses. Alors, c'est vrai que ça pourrait répondre sur le point de vue numérique, mais c'est vraiment d'une manière plus générale. Est-ce qu'il y a une solution qui pourrait être externe, mais pour des plus grosses volumétries? Parce qu'en fait, souvent, on pense à l'ordo principal, donc, que sont le président ou les vice-présidents et le DGS ou la direction générale des services. Mais la réalité, c'est qu'au quotidien, il y a des engagements de bons de commande, il y a des devis, il y a quantité de choses. Et au final, c'est plus ces petites signatures en termes de volumétrie qui ne sont
pas cadré chez nous et qui nous empêche une démat complète dans le sens où on a la position d'un gris-gris qui existe, hein, on utilise Abi, les gens mettent leur propre signature, on en est là, mais la certification du signature, elle n'y est pas en soi. Et c'était ça pour savoir si vous aviez quelque chose à conseiller de Non, votre moi, vision. je sais pas vous répondre par rapport à la solution de Cocktail, parce que je la connais pas bien, même si Cocktail est notre partenaire maintenant. Bien sûr, bien sûr. Moi, je sais que entre guillemets, signatures et garanties, etc., ça se fait dans la solution du CIFAC, mais je sais pas répondre pour Cocktail si, et j'ai pas dans l'écoute des réseaux, parce que ça fait partie de mes missions, lu récemment de choses sur la signature. Ouais. Vous pouvez demander peut-être, il y a un réseau qui fonctionne bien pour débattre et échanger sur les solutions numériques. C'est le réseau de l'association de l'Euxir. Donc, peut-être demander à votre DSI qu'il interroge le réseau du CIR, c'est SIESR. C'est l'association des informaticiens de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ok. Et donc, c'est le lieu où on peut poser sur cette. Il y a une liste de discussion, où il y a un outil communautaire aussi pour discuter, Ok. pour pouvoir s'interroger entre établissements. Et toi, tu utilises quoi pour ta signature? Et dans tel cas, tu utilises quoi? Tu as entendu parler de ce truc-là, est-ce que c'est bien? C'est de la discussion comme ça, un peu à bâton rompu, du retour d'expérience terrain d'établissement sur n'importe quel sujet de l'informatique. Donc, celui-là, ils pourront répondre, je pense. Sans problème, et ça sera intéressant de lire justement les résultats et la synthèse de cette discussion. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Xavier pour votre question. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir, se pose d'autres questions sur la démat, souhaite partager Moi, je peux partager. Oui, avec grand Thibaut, plaisir, si tu as Xavier. bien. Merci. Nous, en fait, la logique de dématérialisation, c'est en fait un outil sur une plus large réflexion qui est en fait il y a le zéro papier, évidemment pour le côté on va dire diversité et faire attention à nos écosystèmes, mais il y a plus loin que ça. Maintenant, c'est vrai que le Covid est passé par tous nos établissements. Il y a l'utilisation des locaux, il y a l'utilisation du télétravail, il y a tout ça qui rentre en compte, et que la dématérialisation, c'est qu'un outil parmi tant d'autres de l'utilisation d'une manière plus intensive du numérique. Alors nous, au début, ce qui s'est passé, c'est que surtout on s'est repositionné en se disant, ok, le numérique c'est bien, mais c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est que ça doit rester un outil et pas être une religion complète, parce que ça serait gênant, hein. Mais voilà. Et en plus de ça, nous, on fait partie des 10 DMOS, donc démonstrateurs numériques. On a été labellisé démonstrateur numérique pour un projet unanime, donc qui unifie une démarche qui n'est pas à la base unifiée. Et donc là, on commence à développer des portails en fait internes qui sont valables pour 3 directions, avec l'utilisation de tickets et en fait plus ou moins le chaînage de procédures. Et au fur et à mesure on va dire d'un processus, en cliquant dessus, on a les différentes phases qui se présentent, qui peuvent envoyer techniquement les mails à telle ou telle direction, demandant telle ou telle pièce. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'on peut toujours avoir un contact physique avec nos collègues, hein. C'est pas la question, mais ça leur permet d'avoir un processus uniformisé. Et moi, dans ma direction, c'est vrai que on a une problématique de plus en plus intensive en termes de locaux, où en fait on est en phase ascendante au niveau de nos collègues qui nous rejoignent, et tant mieux, parce qu'on est l'une des dernières universités créées en 2012. Donc évidemment, on a une évolution démographique des personnels importante. Et en fait, les locaux, on ne peut pas les élargir comme on veut. On est une université qui est en centre-ville. On peut pas, on est sur des sites protégés, donc on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut. Donc le télétravail est une utilisation. Ce qui nous a beaucoup aidé, on ne va pas se le cacher, c'est l'Office 365, dont Teams, qui nous a permis de travailler beaucoup plus en termes de démat, de process et de documents. Soyons honnêtes. Mais voilà, on n'est pas la dématérialisation. En fait, avant, c'était un grand projet. Maintenant, on le voit plus comme un outil d'une philosophie de soutien du numérique à une activité qui doit rester avant tout physique. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de chez nous et au niveau de ma direction, quoi. Voilà. Merci Xavier. D'autres retours? Alors, il y a un message sur le chat.
Alors, est-ce que cet outil a déjà été utilisé dans le cadre de la dématérialisation des demandes de mission avant de passer par un outil? Félixia, si vous voulez poser votre question, de quel outil vous parlez? Sur les formulaires de dématérialisation, excusez-moi, bonjour, Oui. Joseph de l'Université Sorbonne Paris Nord. Par exemple, je sais qu'il existe des formulaires de demande de mission avant de faire de remplir l'outil CIFAC. Est-ce que ce formulaire peut être utilisé en fait justement comme formulaire dématérialisé avant de passer à l'outil CIFAC? Et je sais que l'AMU développe aussi l'outil ESR Mission qui du coup permet d'avoir un workflow de validation plus complexe. Là, de ce que j'ai compris, cet outil-là ne permet pas d'avoir des différentes étapes de validation, mais est-ce que ça peut être déjà une première partie de formulaire dématérialisé dans le cadre de demandes de mission? Est-ce qu'une université a déjà expérimenté ça avec cet outil-là? Pas à ma connaissance, sur la fonction demande de mission, c'est-à-dire demander l'autorisation de pouvoir après créer une mission au sens billet de train, hôtel, Exactement. etc. Le petit processus avant qui est chef, est-ce que j'ai le droit de me déplacer? J'en ai pas connaissance. Mais fonctionnellement, ça voudrait dire qu'un agent demande à son responsable direct l'autorisation de faire une mission, ce qui n'est pas tout à fait la logique de démarche simplifiée en termes de dialogue, hein, puisque c'est plutôt un usager vers une partie de l'organisation et pas en point à point, en fait, hein, pour une discussion. Si vous avez un service mission qui gère l'ensemble des missions, des demandes de mission, et qui peut, dans ces cas-là, solliciter le supérieur hiérarchique de la personne pour qu'elle puisse le valider. Alors là, oui, dans ces cas-là, démarche simplifiée pourrait répondre, puisque il y a une petite subtilité pour éviter que ça soit trop compliqué, justement, pour les chefs. On demanderait à l'agent d'indiquer le nom, le mail de son supérieur hiérarchique, et la personne en charge dans le service mission de demander la validation le sollicite. Alors, c'est un terme interne à démarche simplifiée, en termes d'expert. Et donc, il donne son avis, et donc le chef va dire oui ou non, et comme ça, le service mission pourra instruire le dossier. Donc, fonctionnellement, je ne vois pas de limite à cela. Je ne sais pas, pourtant, j'ai croisé des collègues là, qui étaient en pleine effervescence, là, justement sur Mission OSR. Sur cette partie-là, si c'est prévu dans le périmètre de Mission OSR, ça, je ne le sais pas, je n'ai pas regardé vraiment le détail des fonctionnalités. Mais démarche simplifiée doit pouvoir vous rendre ce service-là en attendant peut-être une fonctionnalité qui arrivera. D'accord, merci. Sachant qu'en plus, il me semble, sur démarche simplifiée, on peut réinjecter de la donnée assez facilement dans les... M'absente, je peux poser une heure de congé. Je m'en vais chez le médecin avec ma fille. Ah, bah, Ouais. Donc je reviendrai en tout début d'après-midi, je pense. Bon courage. À 11h15 le médecin. Donc, Cécile, si vous pouviez couper votre micro, je crois qu'on entend votre conversation à côté. Merci. Voilà, comme ça. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que oui, à partir de démarches simplifiées, normalement, on peut injecter de la donnée assez facilement dans les SI. Nous, on l'a fait à Nantes pour la mise en place de la prise en charge de la complémentaire santé. Les demandes se font via démarches simplifiées et les informations sont réinjectées derrière automatiquement dans les logiciels de paye. Donc, on a quand même un peu de potentiel en termes de puissance. On peut l'intégrer assez facilement avec des outils aussi de paiement en ligne. Ça a été mis en place, nous aussi, pour le tutorat étudiant. Donc, c'est intégrable en fait. L'outil est simple. Là où je trouvais ça intéressant, après je laisserai la main aussi à Xavier qui levait la main, c'est que la simplicité de l'outil force aussi parfois à se réinterroger sur la simplification des processus. Oui. Et c'est là où le potentiel, en fait, le côté un peu faire contre mauvaise fortune, bon cœur devient intéressant. C'est que parfois on se rend compte que 15 niveaux de validation ne sont pas forcément indispensables et que nos organisations pourraient parfois s'adapter à des outils plutôt que de chercher le mouton à 5 pattes. Xavier. Je crois que Sylvie avait levé la main avant moi. Alors je ne sais pas qui a été le premier ou pas, mais c'est peut-être. Allez-y.
Ah d'accord, ok, très bien. Non, moi, c'est plus savoir si quelqu'un a des retours de l'engagement, on va dire, de la présidence par rapport à la dématérialisation, parce que autant il y avait des grands messages forts des politiques en interne d'aller sur la dématérialisation, c'était souvent ça. Et bon, moi, je l'entends moins dans la bouche de mes politiques, c'est moins quelque chose qui est mis en avant au principe d'autres choses, hein, bon, mais on est plus sur de l'énergétique à l'heure actuelle et tout, hein. Il y a des choses qui sont contextuelles et puis il y a d'autres choses qui sont plus, on va dire, institutionnelles. Mais même sur institutionnel, j'entends beaucoup moins parler de dématérialisation en dehors de mon projet d'MOS. Et oui, nous, on va dématérialiser tous les OM et les états de frais qui sont bon, je ne sais pas dans d'autres établissements, mais c'est vrai qu'on a tous des structures on a des process un peu longs et un peu compliqués par rapport à ça. Mais sinon, j'entends moins mes politiques l'évoquer. Alors, est-ce que je suis le seul ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas? Je vous remercie. Sylvie, tu voulais réagir par rapport à ça ou c'est une autre question? C'est très lié. On a un panel assez représentatif, on a une trentaine de participants. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, c'est aussi de connaître et n'hésitez pas à prendre la parole. C'est votre feuille de route sur la dématérialisation, c'est laquelle, hein, ça fait le lien avec le questionnement précédent, je dirais, je ne sais plus comment c'était son prénom. De Xavier. De Xavier, pardon, excuse-moi. Voilà, donc la feuille de route, comment est impulsée, initier la démat dans vos établissements, échangeons, partageons, enfin c'est ça, c'est intéressant, comment vous y rentrez, est-ce que c'est un portage au plus haut niveau, est-ce que c'est à partir de besoins identifiés, est-ce que c'est, je sais pas, l'acquisition de nouveaux outils, échangeons autour de ça, je pense que la réflexion elle peut être intéressante, on est nombreux et c'est assez représentatif aujourd'hui, n'hésitez pas. Merci Sylvie. Barbara, vous souhaitiez réagir? Oui, bonjour, merci. Donc, Barbara Pliant, je travaille à l'AMU, mais l'AMU Aix-Marseille Université. Bonjour. Voilà, sans le E. Bonjour, et donc je travaille à la DAC, la direction d'amélioration continue, et donc sur des projets de dématérialisation. Alors, je voulais répondre à la question là autour de l'implication présidentielle, etc. Où du coup, à Marseille, on a répondu avec 3 autres universités, donc Bordeaux, Sorbonne et Strasbourg, à un appel à projet du FTAP, donc du Fonds de transformation de l'action publique. Et donc, on est dans le cadre de ces fonds-là sur des projets de dématérialisation. Donc, on avait ciblé dès le départ 5 projets à l'intérieur de notre réponse à l'appel à projet. Et donc, autour de la dématérialisation, de la gestion des conventions, de la gestion des élections, des outils sur les recrutements et sur la digitalisation RH et également sur des mutualisations des unités de recherche, en fait, sur des mutualisations de postes de valeur ajoutée, etc. Donc, on est toujours dans ce projet, en fait, et même si c'est peut-être moins évoqué, on va dire, dans les médias, il y a quand même toujours une attente de la part de la DITP, la direction interministérielle de la transformation publique, et qui essaye, enfin, voilà, qui suit nos projets et l'état d'avancement. Et après, effectivement, ça rejoint aussi la question des feuilles de route dans l'université. En fait, on voit bien aussi que c'est assez long de se mettre en ordre de marche déjà au sein d'un établissement. Et là, on travaille à 4 établissements avec des systèmes d'information différents, avec des process très différents, des tailles, des volumétries aussi d'universités différentes. Donc, finalement, on se rend compte aussi au fur et à mesure que parfois, le travail sur l'état des lieux, un petit peu de nos process, permet d'avancer voilà, ensemble. Mais par contre, finalement, les solutions retenues, parfois, donc que ce soit des solutions sur étagère ou des solutions de développement interne, vont être différentes entre 2 établissements. Enfin, finalement, voilà, quand on met nos besoins et puis on regarde en face ce qui existe comme solution sur étagère, on ne va pas forcément les 4 universités vers les mêmes outils, malgré la volonté initiale de travailler ensemble et de peut-être négocier aussi des tarifs préférentiels avec les éditeurs, quoi. Merci. Et vous avez réussi à trouver, Barbara, des consensus quand même, parce que bon, évidemment, il y a des solutions qui sont différentes, mais est-ce qu'il y a des solutions qui ont été communes aux 4 universités? Est-ce qu'il y a des champs d'action qui ont été communs à toutes les universités, peut-être? Alors,
pour l'instant, on n'a pas encore déployé les outils. Il y en a qui sont en très bonne voie et qui vont être achetés là tout début 2023, et d'autres qui sont encore en période de POC, et donc pour identifier justement quels sont les meilleurs outils qui répondent. Donc, au jour d'aujourd'hui, par exemple, sur le recrutement, c'est celui qui est le plus avancé. Finalement, le groupe de 4 universités se divise quelque part entre 2 universités qui vont choisir l'outil d'un éditeur et 2 autres qui vont choisir l'outil d'un autre éditeur pour tous les process voilà, de la candidature à l'installation. Après, sur les élections, peut-être qu'ils vont arriver à un plus grand consensus, mais ils sont encore en phase de définition véritablement des besoins. Voilà. Et sur la partie convention, finalement, c'est là-dessus où on se tourne non pas vers un développement, non pas vers un achat de solutions sur étagère, mais sur un développement mené par l'une des universités porteuses, mais finalement, cette fois, vraiment en association avec les autres universités. Donc, c'est sur ce sujet-là, en tout cas, qu'on va être les plus coordonnés, quoi, Merci beaucoup, Barbara, pour ce retour sur le consortium EasyLab, du coup. Oui. Stéphane, vous souhaitiez interagir? Oui, Stéphane Langlois. Alors, baissez votre micro parce qu'on ne vous entend pas très bien. Ah, super. Voilà, ça devrait être mieux. C'est mieux. Oui, Stéphane Langlois, donc je suis coordinateur de projet à la mission modernisation de l'organisation à l'Université de Rennes 1. Et je voulais aller dans ce même sens sur la difficulté finalement à choisir des outils en fonction des besoins, parce que les besoins sont en effet très larges et assez diversifiés en fonction de la dématérialisation d'un parapheur, de la dématérialisation des conventions, de la dématérialisation des démarches administratives proprement dites. Et finalement, ce que l'on a du mal à faire, c'est à sélectionner des outils, à regarder les outils et à voir ceux qui éventuellement pourraient tout faire. Finalement, c'est toujours un peu ça qu'on cherche au départ et on se rend compte que ce n'est pas vraiment possible. Et finalement, on se rend compte que, un peu comme vous le faites à Nantes, il y a des réponses différentes et avec des difficultés à maintenir toutes ces réponses dans nos universités. Ce qu'on a commencé ici à faire à Rennes, c'est que, alors ça fait partie d'une réflexion qui est menée dans le cadre d'un SDN. On a commencé à réfléchir sur 3 axes. D'abord la dématérialisation de la signature, qui est un vrai problème, une vraie question, parce que ça pose des questions évidemment juridiques, essentiellement, et de dématérialisation aussi. Cette question que l'on avait pendant le confinement de la signature des PDF, évidemment revient, alors que l'ajout de ces petits gris-gris dans les PDF n'a visiblement aucune valeur juridique. Et donc ça oblige à repenser en fait ce qu'est la signature. Là où la signature papier manuscrite était évidente, aujourd'hui, qu'est-ce que la signature électronique? Est-ce que ce sont des visas? Est-ce que ce sont de vraies signatures électroniques certifiées? Là, il y a une réflexion à mener, vraiment avant même de penser outils. Ça, c'est une chose. Il y a la réflexion sur la dématérialisation de l'archivage. Alors là, on n'est pas encore très avancé, à vrai dire. Et puis, la question de la dématérialisation des démarches administratives. Et là, on revient, par exemple, à démarches simplifiées, avec évidemment l'enjeu de l'outil, mais aussi, comme je crois l'a dit David, sur les enjeux de simplification administrative. On a tendance aujourd'hui, en fait, à dématérialiser une démarche en reprenant le PDF qui avait été fait et en l'intégrant dans notre démarche, et c'est un peu la tendance que l'on a quand on utilise eSubsignature par exemple, puisqu'on peut intégrer des PDF très facilement, et donc on a tendance à reprendre celui qui existait, à le mettre dans eSubsignature et à laisser ça tel que. Et là, pour moi, c'est un enjeu majeur, la simplification administrative. Je vous rejoins, hein, Stéphane, à 100%. Je pense que derrière la dématérialisation, il y a vraiment cet enjeu de simplification qui doit être omniprésent. La dématérialisation en l'état est rarement la bonne solution. Je pense qu'il faut
faut s'autoriser à vraiment questionner les process, questionner les formulaires. Vous avez un tas de ressources. La DITP produit beaucoup là-dessus, sur des ressources, sur comment est-ce qu'on rédige un formulaire, comment est-ce qu'on on réfléchit au circuit, au dialogue usager. Et je vais essayer de vous retrouver le lien dans le chat et de vous l'envoyer dans le chat, mais vous avez plein de ressources comme ça qui sont produites par la DITP, qui sont accessibles à tous les établissements. Est-ce qu'il y a d'autres établissements là au présent aujourd'hui qui utilisent aussi la DMAT plutôt comme on va dire un prétexte à simplifier les process, à re-questionner les process, plutôt que comme une fin en soi? N'hésitez vraiment pas, hein, c'est aussi l'occasion de poser des questions, de partager ces rétextes. C'est pas une présentation magistrale qu'on va faire en tant qu'intervenant. Non, il n'y a pas de cette question du lien entre dématérialisation et simplification, c'est pas quelque chose qui vous inspire ce matin? On peut peut-être enchaîner sur quelles sont les réussites, les premières réussites sur cette thématique dématérialisation, ou les écueils que vous avez pu rencontrer. Je pense que là, vous avez des illustrations à faire, enfin, de par vos postures dans vos établissements et vos périmètres d'intervention. Prenez la parole, hein, c'est sympa, on est entre nous, voilà, comme le dit Thibaut. C'est intéressant aussi qu'on puisse échanger, hein, en étant autour de la table. Donc, voilà. Allez, qui est-ce qui se lance? De nouveau Barbara Plion à Marseille. Je voulais du coup revenir aussi sur le fait que comme à Nantes, et comme je pense partout, on est aussi dans un certain nombre plein de projets dans les axes différents. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du projet EasyLab dans le cadre du FTAP, mais on a aussi un projet autour du parapheur électronique et des signatures électroniques et de l'archivage électronique. Donc un des écueils que l'on rencontre sur ce projet, par exemple, c'est un peu la méconnaissance, effectivement, le statut des différentes signatures, et notamment, au-delà des signatures RGS 1 étoile, 2 étoiles, la signature simple, si on veut faire signer un vacataire sur des contrats de vacataires, on ne va pas acheter des certificats à tout le monde. Et donc, l'idée, là, en interne, c'est que notre DIRNUM a travaillé à la mise en place d'un système OTP, donc One Time Password, pour permettre ce type de signature simple qui s'appuie sur un certificat serveur. Mais aujourd'hui, quelque part, ça a été développé par la DIRNUM et notre gouvernance souhaiterait faire certifier finalement ce process développé en interne pour savoir si oui ou non ça correspond aux attentes. Mais ce que je comprends, c'est que sur la signature simple, finalement, enfin simple, mais quand même attesté, hein, pas le gris-gris sur le PDF, eh bien que ces attentes-là, il n'y a pas une réglementation très stricte. Et donc, pour réussir à savoir si on est conforme et si notre process correspond à ce qu'il faut, à ce à quoi il doit correspondre, on a cette difficulté-là à savoir comment faire. Est-ce ce qui a été mis en place, développé, on l'utilise et puis on verra bien, ou est-ce que, et pour l'instant, on ne trouve pas forcément de cabinet d'audit en mesure de nous répondre et de se positionner pour venir à... Oui, c'est un vrai sujet. Après, je vous laisse la parole, Stéphane, hein, de complexe sur la reconnaissance de la signature, le côté certification de signature. Nous, c'est un sujet auquel on est aussi confronté chez nous. Et en fait, quand on regarde la réglementation, on arrive vite à l'époque de Napoléon, quoi, et au Code civil sur à quoi sert la signature et à s'authentifier, en fait. C'est avant tout ça l'intérêt de la signature, c'est vérifier que c'est la bonne personne qui a signé le bon document, quoi. Stéphane, vous souhaitiez réagir aussi là-dessus? En fait, j'allais dire à peu près la même chose, c'est-à-dire que dans le cadre de la dématérialisation, et c'est un apport majeur de la dématérialisation, c'est que la signature électronique telle qu'on la connaît, certifiée à plusieurs niveaux, n'a pas forcément lieu d'être. Elle est exigée pour certaines démarches très précises dans les marchés publics, etc. notamment, mais pas seulement. Par contre, dans les démarches un peu plus classiques, un peu plus basiques, ce que l'on exige, c'est d'avoir la preuve
de qui a initié et qui a fait la démarche. Et ça, la preuve, on peut l'obtenir par un certain nombre d'éléments liés à la démarche et à la dématérialisation. Donc ce sont des preuves numériques, il suffit d'exiger de savoir qui s'est connecté. Et là, on en revient à ce qu'expliquait David sur le fait de pouvoir se connecter avec des comptes authentifiés, etc. Pour démarche simplifiée, par exemple, c'est un enjeu important. Mais voilà, ça, la dématérialisation, elle met ça en place. Et ça, pour la simplification, c'est quelque chose de très important. Et il me semble même, pour aller plus loin, que c'était un des préceptes de base de démarche simplifiée, c'était de dire à partir du moment où l'acteur est authentifié, on sait l'authentifier, c'est authentifié, on sait dire qui est qui, et Visa authentifié vos signatures électroniques dans la plupart des cas. En effet, que la plupart de nos signatures, on se rend compte que ce ne sont que des visas déjà. Et à un moment, cocher dans un SI quand on est authentifié sur ce même SI, eh bien réglementairement, pour la plupart des signatures, ça vaut signature manuscrite. Et ça, c'est un vrai changement. Il y a des vrais enjeux. Du coup, on balaye du coup assez vite les enjeux techniques quand on a cette posture-là, et on rentre par contre sur des vrais enjeux de conduite du changement et d'acceptation dans nos établissements, quoi. Surtout juste sur cette partie de sécurité de l'identité numérique des personnes, démarche simplifiée, je vais l'appeler grand public, celui de la DINUM est branché sur un système qui s'appelle France Connect et qui permet de garantir l'identité numérique d'une personne. Donc là, il y a un niveau de certification de l'authentification qui est assez important. Vous pouvez utiliser d'ailleurs, s'il y a des établissements qui sont intéressés par utiliser France Connect dans le cadre d'une démarche simplifiée, c'est possible. Il faut juste demander un jeton, un point technique à la DINUM sur la procédure que vous voulez utiliser. Et ça vous permet comme ça de vous assurer que la personne qui, admettons, le candidat qui dépose un dossier, l'identité qu'il donne, c'est bien la bonne identité, c'est bien sa vraie identité. Donc ça, c'est un point important, voilà, que je voulais signaler. Et j'ai une question un peu générale, parce qu'on parle de dématérialisation. Et pour avoir regardé un peu le sujet il y a quelques années, quand on parle de dématérialisation, des fois, on parle aussi de gestion électronique de documents, on parle j'ai entendu le mot archivage tout à l'heure, on parle de gestion workflow. Est-ce que vous intégrez derrière ce mot de dématérialisation, cet ensemble-là, des disciplines du numérique qui vont de l'acquisition de l'information à sa gestion de version, aux signatures, aux workflows qui permettent de passer les documents en relecture des uns aux autres, et puis après à la gestion de son cycle de vie, donc de la fin de son cycle de vie qui est l'archivage. C'est ça que vous entendez aussi derrière dématérialisation? Ah ben bien sûr, oui, l'idée c'est d'aborder ça sur toute la chaîne, et enfin à Nantes en tout cas, avec pour l'instant on va dire une priorité sur la partie visible de l'iceberg, quoi. C'est-à-dire en gros workflow, enfin formulaire, le triptyque formulaire ou workflow et signature, toute la partie gestion et archivage derrière étant le point le plus difficile, je pense, à mettre en œuvre, parce que celui sur lequel il y a aussi le plus de changements de pratiques à générer, quoi. Juste sur l'archivage, c'est pas de la promotion de l'AMU. On a un projet qui est engagé sur l'archivage électronique. On va faire cool. un partenariat avec le CINES. Donc, on pourra faire de l'archivage, au moins dans un premier temps, des données applicatives, parce que c'est important. Et après, le dispositif permettra aux établissements de générer l'archivage pérenne de leur solution avec le partenaire qui est le CINES. Merci beaucoup pour cette information, David, que nos chers membres auront tous eu, du coup. C'est pratique. Ça sert à ça aussi, c'est pas faire de la pub, moi j'appelle ça faire de la promotion. Et c'est important qu'on ait tous ce genre d'informations qui transitent aussi souvent par nos DSI. Et dans nos métiers qualité et pilotage, on n'est pas toujours informé. Le temps que ça revienne chez nous, on n'est pas toujours informé. D'autres, Barbara, oui. À Marseille, effectivement, on est en train de contractualiser avec le CINES pour effectivement abonder notamment toute la documentation, tout ce qui sortira de notre parapheur électronique avec signature électronique, mais également à terme plus des données aussi
issus de nos applications métiers. Oui. Mais on est au début, on est dans la contractualisation, en train de travailler avec eux un peu sur les formats justement des documents et données à leur transmettre. Et du coup, j'avais une question par rapport à Nantes. Oui. Tout à l'heure, vous parliez donc de dire que vous vouliez rentrer dans une démarche un peu plus globalisante, et c'est aussi le cas à Marseille, où voilà, il y a un petit peu des choses qui sont faites dans tous les sens, et l'idée, c'est d'avoir aussi une feuille de route plus globalisante. Et vous avez parlé de l'outil public. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, ou d'autres peut-être établissements qui utiliseraient déjà, parce que si j'ai bien compris, à Nantes, c'est pas encore utilisé, mais c'est en cours de… À Nantes, on est sur la création de plusieurs objets démonstrateurs pour l'utiliser. Alors, Public, à la base, c'est un portail de relations citoyens. C'est très utilisé par les collectivités. Un peu le même esprit, on va dire, que démarche simplifiée, c'est-à-dire un outil assez simple pour créer des formulaires, avec tout ce qu'il faut et juste ce qu'il faut dedans, mais avec ce petit plus non négligeable par rapport à démarche simplifiée, qui est qu'on peut créer des vrais workflows dedans avec plusieurs niveaux de validation, des gestions de cas de figure différents. Et c'est un outil qui est libre. Aujourd'hui, Nantes, on est en phase de le généraliser. L'université de Nancy l'a généralisé. Et c'est tellement libre que du coup, l'université de Nancy l'a installé, l'université de Lorraine, pardon, l'ont installé eux sur leur serveur. Et voilà, donc c'est un outil qui est assez simple à utiliser, hein, vraiment. L'idée, c'est qu'on peut quasiment tout intégrer dans cet outil, c'est-à-dire créer des formulaires à l'intérieur, créer les workflows qui vont gérer ces formulaires, faire de la gestion de droits aussi, ça c'est assez important, notamment au regard de nos organisations. Et là où c'est intéressant, c'est que ça permet d'intégrer aussi une vision portail, c'est-à-dire que l'outil public intègre aussi un portail qui permet de centraliser toutes les procédures qui sont générées dessus. Voilà ce que je peux vous en dire à peu près à l'heure actuelle. Et nous, on l'expérimente aujourd'hui pour nos demandes de télétravail. Parce qu'à Nantes, on est sur une organisation avec des structures entre présidence et UFR qui s'appellent des pôles, auprès desquels on a déconcentré toute une partie des missions de gestion, dont une partie des missions de gestion RH et dont le processus, la gestion des demandes de télétravail. Et donc, on expérimente cette organisation dedans. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière intervention, dernière question avant qu'on clôture ce… Alors, auriez-vous des liens vers cette solution dont vous parliez? Oui, je vais essayer de vous trouver le lien et je vous le mettre dans le chat. En attendant, est-ce qu'il y aurait une dernière question, une dernière intervention, une dernière remarque? Non? Bien, écoutez… Est-ce que je peux juste me permettre… Oui, vas-y, David, bien sûr. Une question à Madame Plion, notre collègue de l'AMU, sans eux. Dans votre réflexion là autour de l'archivage, vous parliez de l'archivage des données des applications. C'est bien ça, j'ai bien compris que vous aviez ça en perspective, et que là, vous travaillez avec le CNES sur la partie, plutôt les documents issus de la GED, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Est-ce que ça vous dérange si on se met en relation concernant cela, puisque vu qu'on est en train d'y réfléchir au niveau mutualisation pour tous les établissements, peut-être que vous avez une avancée qui peut nous intéresser et intéresser la communauté, pour justement de voir et vos processus et les acteurs chez vous, de voir comment vous imaginez les choses pour que quand on va nous attaquer dans le dur d'une solution mutualisée avec le CNES, on puisse partager votre expérience. Oui, pourquoi pas. Comme je vous disais, pour l'instant, on est aussi un peu au balbutiement, on va dire. Hein, mais effectivement, en tout cas, oui, bien sûr, on peut rester en contact. Et puis, avec notre archiviste aussi. Je sais que notre archiviste s'appelle aussi Barbara, d'ailleurs, au sein de Marseille. Et elle participe il me semble, à un groupe de travail. Enfin, elle vient d'intégrer le groupe de travail de l'AMUE sur l'archivage.
Ah bah voilà, c'est très bien. Alors écoutez, Voilà. on va continuer ce dialogue-là et puis s'il y a besoin, je vous solliciterai. Oui, bien sûr. Si la deuxième Barbara est en contact avec Déborah, qui est notre responsable de projet archivage, bah écoutez, c'est déjà une très bonne nouvelle. Je vous Ouais, remercie. c'est ça. A priori, c'est tout récent là. Voilà. Ah, très bien, merci. Ça sert aussi à ça, hein, ces rétex, à faire du lien entre nos Super. membres pour pouvoir poursuivre les échanges. Merci. Oh, ben, j'emboîte le pas, alors justement, peut-être pour vous annoncer avant de se quitter, parce qu'il est déjà 11h moins 5, là, vous annoncer que le 24 janvier prochain, on aura notre rétex mensuel. Hein, la thématique, ça sera certification qualité, donc animé par Thibaut et moi, et puis du réseau Relié, et puis Didier Ronze, enseignant à l'UT de Lyon. Voilà, donc on sera autour le portage et le choix du référentiel, choix managérial, choix imposé, hein, le lien avec la stratégie d'établissement. Voilà, on essaiera d'échanger. Il faut être vraiment dans une démarche participative. Voilà, c'est intéressant aussi d'avoir le son de cloche des établissements et puis de savoir un petit peu quels sont les questionnements, les perspectives. Voilà, qu'est-ce qui est envisagé de faire au sein de vos structures. Hein. N'hésitez pas, voilà, soyez pas timides dans ces rétex. Hein. Comme l'a dit Thibaut en début de session, on est vraiment là pour échanger. Hein, c'est le maître mot. Voilà, je m'arrête là. Merci à toutes et à tous pour les échanges que nous avons eus ce matin. On va vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de semaine et de bonnes fêtes de fin d'année.